Bonjour à tous et bienvenue au Renault E-Ways, l'événement inédit dédié à la mobilité d'aujourd'hui et de demain. Un événement qui rassemble toutes celles et ceux qui agissent concrètement pour relever le défi de la mobilité zéro émission. Nous sommes au Hangar Y à Medan, juste en dehors de Paris, et j'ai le plaisir d'être avec Nicolas Méan. Vous êtes conseiller scientifique, expert dans le domaine de l'énergie et du transport. Comment ça va tout d'abord ? Bonjour Louise, écoutez, ça va très bien. Je suis très content d'être aujourd'hui dans ce magnifique hangar, lieu historique de la mobilité. C'est ça, tout Pas à en fait. voiture, mais En Zeppelin, en tout à Zeppelin. fait. Le tout premier vol en 1884 de Zeppelin électrique a pris son envol d'ici. Donc c'est symbolique, en effet, pour Renault. Comme son nom l'indique, Renault E-Ways explore toutes les voies, tous les chemins possibles pour parvenir à une mobilité zéro carbone, une mobilité durable. Et notre sujet, en effet, avec vous aujourd'hui, c'est est-ce que les voitures électriques vont dominer l'avenir ? Et c'est donc la première question que je vous pose. Est-ce que ces voitures vont dominer l'avenir ? Alors souvent, on résume le débat. Aujourd'hui ou hier, on conduisait une voiture diesel et demain, on va tout changer, on va conduire des voitures électriques. C'est un petit peu plus compliqué que ça. J'imagine. Et moi, j'aime bien repartir des usages. OK. Une voiture électrique, une mobilité électrique, pour faire quoi ? Il y a certaines personnes pour qui ça va faire beaucoup de sens. Quand vous habitez au milieu périurbain, en milieu rural, que vous roulez beaucoup de kilomètres tous les jours, ça va faire beaucoup de sens de passer à une voiture électrique parce que vous allez pouvoir faire des économies, notamment sur la facture de carburant. Bien Et sûr. je dis souvent que la voiture électrique d'occasion est la voiture parfaite pour les gilets jaunes parce que louer la voiture vous coûte moins cher que votre facture de carburant tous les mois. Très bien. Maintenant, si vous habitez en ville et que vous utilisez jamais votre voiture, sauf pour partir en vacances, pour partir au ski, pour faire des longues distances, là, c'est moins pertinent, puisqu'aujourd'hui, si la voiture électrique est parfaite pour la mobilité du quotidien, qui fait quand même 80% des kilomètres, c'est plus compliqué pour partir en vacances parce qu'il n'y a pas encore l'infrastructure de recharge disponible, que l'autonomie est plus limitée. Mais avec cette voiture électrique, dès demain, tout le monde pourrait faire la mobilité du quotidien électrique. Donc, en effet, c'est une question de bon sens. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à nos usages au quotidien. Il faut réfléchir aux dimensions également. Il faut aussi un peu regarder les dimensions des voitures parce que ce qu'on a vu depuis 20 ans, c'est que les constructeurs automobiles ont fait beaucoup d'efforts et de gains sur l'efficacité des voitures avec des moteurs plus efficaces. Sauf que, en même temps, la taille des voitures a augmenté, la puissance des moteurs a augmenté, et donc ça a presque compensé tous les gains qu'on avait faits, et donc les émissions de CO2 des voitures neuves ont très peu baissé depuis 20 ans. Et donc, si on veut atteindre nos objectifs sur les baisses des émissions de CO2, il va falloir électrifier les voitures, mais aussi commencer à réduire un peu leur taille. Et on imagine bien que pour faire des trajets du quotidien, une petite voiture avec une petite batterie, un petit peu comme la Dacia Spring, correspond parfaitement à cet usage. Vous partirez peut-être pas au ski ou en vacances à 600 km en Dacia Spring, mais ça, c'est pas grave parce que vous prendrez peut-être soit votre deuxième voiture, soit un train ou une solution alternative pour faire la longue distance. Bien sûr. En préparant cette interview, j'ai lu que votre conviction sur la voiture du futur et le potentiel du véhicule électrique était proche de celle de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot sur ce sujet ? Alors, l'ADEME part du principe que si le pétrole et sa disponibilité pouvaient être un problème pour les voitures essence ou diesel, sur les voitures électriques, on doit faire un peu attention à la consommation de métaux, notamment dans les batteries, lithium, cobalt, nickel. Et donc, eux, ils partent du principe qu'on ne pourra pas équiper 1,5 milliard de voitures avec une grosse batterie de plus de 50 kWh. Et donc, il faut dimensionner cette voiture électrique avec la bonne taille de batterie. Et la bonne taille de batterie, c'est la batterie qui vous permet de couvrir tous vos trajets du quotidien en électrique. Au niveau mondial, il y a quelque chose qui est vrai
en France, aux États-Unis, en Asie, c'est que 80% des trajets du quotidien font moins de 60 km. Donc avec une batterie de 120, 150, 200 km, c'est largement suffisant pour courir cet usage-là. Et donc c'est la raison pour laquelle l'ADEME recommande de se focaliser sur des voitures plus petites, bien dimensionnées. Dimensionnées par rapport à leur usage. Tout à fait. Maintenant qu'on a parlé un peu de la vision d'ensemble, quel est l'avenir de la place de la voiture en ville, plus précisément? Alors la voiture individuelle, Ouais. notre voiture, son avenir en ville est a priori limité dans le temps. Elle va se faire petit à petit chasser des villes. Ça a déjà commencé. À Paris, en 2024, les voitures diesel ne pourront plus circuler. En 2030, les voitures essence ne pourront plus circuler. Et peut-être qu'un jour, les voitures tout court, individuelles, ne pourront plus circuler. Alors Paris est un exemple, mais c'est le cas dans beaucoup de villes au Royaume-Uni. Vous avez déjà ce qu'on appelle une ULEZ, Ultra Low Emission Zone, dans Londres, où on peut circuler que en électrique. Donc petit à petit, ces voitures vont se faire chasser parce que le problème en ville, c'est aussi la voiture individuelle. C'est le fait qu'on aille au travail tout seul dans sa voiture avec un taux d'occupation très faible. Et donc, elle va être remplacée petit à petit par d'autres moyens. Alors bien évidemment, quand on parle de mobilité électrique, il n'y a pas que la voiture, il y a aussi le vélo électrique, il y a aussi le bus électrique, le métro électrique, le tramway électrique, l'autopartage électrique, comme le projet Zity de Renault. Et donc, on sera capable avec toutes ces solutions d'avoir 80% de cette mobilité décarbonée d'ici 10 ans. Et aujourd'hui, la place de la voiture électrique, elle est compatible avec d'autres moyens de transport, de la mobilité, comment ça s'appelle, la mobilité, mini-mobilité, c'est-à-dire les trottinettes, les vélos, etc. On peut faire des trajets où on part en vélo électrique, on se gare, on part avec un vélo pour des trajets plus courts. Alors, on peut faire beaucoup de choses. Moi, ma conviction, c'est que le problème de la mobilité, ce n'est pas un problème dans les villes. Et ça, on nous l'a rappelé récemment avec la crise des Gilets jaunes. On passe beaucoup de temps à savoir est-ce qu'en ville, on va se déplacer en trottinette, en tripode, à pied, Oui. en bus. En fait, on a une myriade de choix. Et c'est ça la bonne nouvelle. Le problème, c'est ceux qui n'ont pas le choix. Et ceux qui n'ont pas le choix, c'est notamment les Gilets jaunes. Ils nous l'ont rappelé récemment avec la crise sociale la plus grave des 20 dernières années. Et ils nous rappellent aussi que 80% des kilomètres parcourus par les Français, c'est en voiture. C'est en voiture aujourd'hui, c'était en voiture hier, et c'était en voiture il y a 20 ans. Et donc c'est pour ces gens-là qu'on va donner accès à cette mobilité électrique, parce qu'on ne veut pas que la prochaine fois qu'il y ait le prix du pétrole qui augmente, ou qu'il y ait que la disponibilité de pétrole diminue, on veut que ces gens-là puissent continuer à aller travailler. Donc la voiture électrique, elle est surtout pertinente pour les gens qui n'ont pas le choix. Et elle est aussi un truc qui est assez important, c'est que en ville, on se dit la voiture électrique c'est parfait pour la ville, mais quand vous habitez en ville, combien de personnes ont une place de stationnement dans Paris? C'est sûr. Moins d'un sur deux. Parce que la voiture électrique, il faut pouvoir la charger. Pour pouvoir la charger, il faut pouvoir la garer. Donc si vous n'avez pas de place de stationnement, c'est compliqué. C'est sûr. Une fois que vous avez une place de stationnement, vous habitez peut-être dans un immeuble, il faut une prise pour la charger. Et parfois, alors les choses s'améliorent petit à petit, mais installer une prise en copropriété, ça peut prendre un peu de temps. Et puis après, je vous le disais, la pertinence de la voiture électrique, c'est qu'il faut rouler 30 km, 40 km par jour, parce que ça vous permet de vraiment faire des économies de carburant, sachant que l'investissement initial est un peu plus élevé, puisqu'il faut payer la batterie. Et donc, quand vous habitez en ville, souvent, votre trajet, c'est 3, 5, 10 km. Et cela, peut-être que vous pouvez les couvrir en vélo ou en vélo électrique. Mais par contre, quand vous êtes en périurbain rural, c'est là où vous faites beaucoup de kilomètres. Et c'est là où ça tombe bien. Souvent, vous avez une place de stationnement, vous avez une prise, et vous avez aussi une deuxième voiture, puisque souvent, les ménages sont multimotorisés, qui vous permettra, pour aller au ski, pour aller aux vacances, beaucoup plus loin. On va parler maintenant de la fiscalité de la voiture d'aujourd'hui et de demain. Après plusieurs semaines d'hésitation, le gouvernement a
a finalement opté pour une taxation spécifique des véhicules de plus de 1,8 tonnes en 2021. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une bonne chose selon vous? La problématique des voitures lourdes et des SUV est beaucoup ressortie d'un certain nombre de rapports récemment, pas que des ONG. Vous prendrez par exemple le rapport de l'Agence internationale de l'énergie. Il y a à peu près un an, nous disait que les SUV étaient la deuxième cause d'augmentation des émissions de CO2 au niveau mondial depuis 2010. D'accord ? Derrière l'électricité au charbon et devant le transport aérien et maritime combiné. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Ils nous disent l'impact négatif des SUV depuis 2010 est 5 fois plus important que l'impact positif des voitures électriques. Et ils concluent, si on ne fait que électrifier les voitures sans s'attaquer à la taille, tous les gains liés à l'électrification seront compensés par l'augmentation de la taille. En partant de cette chose-là, effectivement, nous, on a regardé avec France Stratégie de près le sujet et on a vu que les seuls moments où les émissions de CO2 des voitures ont baissé, ces 20 dernières années, c'est entre 2008 et 2010. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a eu la crise financière. On a vendu moins de grosses voitures et on a aussi mis en place un bonus-malus sur les émissions de CO2 qui concernait le bonus 40% des voitures et qui a permis de vendre beaucoup plus de petites voitures. Et c'est le seul moment où on a baissé les émissions de CO2. Donc, en partant de ce principe-là, on avait proposé de mettre en place un véritable bonus-malus. En gros, un système redistributif où, quand les gens qui veulent s'acheter des voitures plus grosses que le poids moyen, pas de problème, ça va leur coûter un petit peu plus cher. Et l'argent va être intégralement reversé à ceux qui sont prêts à faire un effort et s'acheter une voiture un peu plus petite, un peu moins confortable. Alors, ce qu'il est resté de cette mesure-là, effectivement, c'est ce malus sur le poids de voitures de plus de 1,8 tonne qui va concerner aucune voiture à peu près produite en France. Donc, ça ne concerne que des voitures étrangères. Je crois que c'est 50 000 voitures en tout. Donc, ce n'est pas énorme. Ce qui est très important, c'est le signal. C'est le signal que la France envoie aux autres pays européens. C'est le signal que la France envoie aux autres pays du monde. Nous sommes au courant qu'on a un problème d'alourdissement des voitures et nous allons le traiter. C'est ça qui est important. Parce qu'au final, si on veut mettre en place des véritables solutions, ce ne sera pas que à l'échelon français. Il faudra monter d'un cran au niveau européen et c'est d'ailleurs à ce niveau-là que se font les normes pour l'industrie automobile. Et comment on fait pour homogénéiser le sujet au niveau de l'Union européenne? Très bonne question. Comment on fait? Eh bien, on discute. Ouais. On discute avec toutes les parties prenantes au niveau européen, avec les autorités, avec les ONG, avec les constructeurs allemands, avec les constructeurs français. Et on partage un constat qui est que l'industrie automobile européenne est un véritable tournant de son histoire, que les conditions sont difficiles, que tous les marchés sont en train de baisser en même temps, États-Unis, Europe, Chine. C'était déjà le cas fin 2019, avant le Covid. Et qu'on doit réussir à transformer cette industrie et donc discuter ensemble de règles qui vont permettre de réconcilier les 12 millions d'emplois de l'industrie automobile en Europe avec, entre guillemets, le climat. Il faut juste un tout petit peu réaligner l'agenda de l'industrie automobile et celui du climat. Et moi, je pense que c'est possible, mais bien sûr, ça ne se fait que par la discussion. Il faut travailler avec les acteurs locaux sur tous ces sujets concrètement. Chaque ville a des attentes différentes, chaque pays a des contraintes également. C'est un travail de longue haleine. Oui, alors on s'est rendu compte notamment ces dernières années et suite au scandale Volkswagen qui a eu lieu en 2015 que les villes étaient devenues un acteur majeur qui est décidé des ventes de voitures. Pourquoi ? Parce que c'est elles qui vont faire la pluie et le beau temps en décidant si demain on peut circuler ou pas avec sa voiture diesel, on peut circuler ou pas avec sa voiture essence. Et ce qu'on a vu ces dernières années, c'est que les décisions prises par les villes au niveau local avaient un impact très important sur les ventes au niveau national. Paris, en 2024, on ne peut plus circuler en diesel.
il va se vendre beaucoup moins de voitures diesel en Ile-de-France, on l'imagine, et même en France, puisque si jamais on se dit qu'on veut venir une fois à Paris, eh bien, on ne va pas prendre une voiture diesel. Donc, aujourd'hui, c'est elle qui donne un petit peu le là, alors qu'avant, ça se passait plutôt au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la Commission européenne. Et les villes sont devenues un acteur majeur et que les constructeurs automobiles doivent vraiment prendre en compte parce que la sortie des véhicules thermiques, au-delà des engagements pris par les États en 2030, en 2040, de faire 100% de voitures électriques, c'est bien les villes qui sont beaucoup plus impactantes. Plus de voitures diesel à Paris en 2024, plus de voitures diesel et essence à Paris en 2030. Donc c'est 10 ans plus tôt. C'est la dernière question parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais c'est une question qui me trotte dans la tête depuis le début et je pense que c'est important en tant que citoyen. Quelles sont les questions qu'on devrait se poser aujourd'hui vis-à-vis du véhicule électrique? Alors, les questions qu'on doit se poser pour cette voiture électrique, on en a parlé tout à l'heure, une voiture plus petite, une voiture aussi plus abordable. Aujourd'hui, le problème de la voiture électrique, c'est que ce n'est pas pour tout le monde, ça coûte encore cher. Nous, ce qu'on avait proposé avec France Stratégie, c'est de faire un bonus. Je vous ai parlé du malus sur les voitures plus lourdes, mais aussi le bonus sur les voitures plus légères. Nous récompenser, c'est ça? Voilà, il faut récompenser les comportements vertueux. Il faut à la fois, entre guillemets, du bâton et de la carotte. Par exemple, la voiture qui est ici, la Dacia Spring. Nous, ce qu'on proposait, avec un bonus sous 1,2 tonne, cette voiture pèse 800 kg hors batterie. Elle aurait eu un bonus de 4 000 euros. Donc, elle part de son prix à peu près 15 000 euros. Elle a le droit à 4 000 euros parce que c'est une voiture électrique. Et elle a le droit encore 4 000 euros parce que c'est une petite voiture. Elle va coûter 7 500 euros. Ah oui. À 7 500 euros, il y a beaucoup plus de gens qui peuvent se l'acheter et il y a beaucoup plus de gens qui peuvent avoir accès à la mobilité électrique. Aujourd'hui, le véritable problème, c'est qu'il faut que les gens puissent se l'acheter. En Chine, ils viennent de sortir une voiture électrique qui coûte 3 500 euros. Ils en vendent plus que les Tesla Model 3. Donc ce qu'on doit faire, c'est d'ailleurs ce que fait Renault avec la Dacia Spring, mais aussi avec la Twingo, des petites voitures électriques bien dimensionnées pour le trajet du quotidien. Ça, c'est quand on n'a pas le choix et qu'on doit prendre une voiture. Bien évidemment, quand on a le choix, le vélo électrique, le Twizy, le train, sont aussi des solutions qui marchent très très bien. Merci beaucoup en tout cas Nicolas pour cet débat, cette discussion très très riche. Nous allons continuer à discuter ensemble évidemment dans les jours à venir et vous pouvez aller sur notre plateforme pour retrouver tout le contenu que vous voulez sur cet événement Renault eWays. Merci encore Nicolas. Merci Louise. J'étais ravie de vous retrouver. Au revoir.